Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va dédier cette vidéo au célèbre Juju du Houdou, qu'on retrouve également beaucoup dans la tradition, la religion vaudou, sachant que le Houdou a télescopé un petit peu beaucoup de religions ou de mouvements spirituels différents, et a donc intégré notamment cette histoire de Juju Voodoo, qu'il a intégré dans sa pratique en mélangeant ça avec la tradition occidentale des familiers, des esprits servants. Donc on va pouvoir faire ce style-là, ce style de Juju. Donc c'est une forme très traditionnelle qui est à mon sens non pas celle qui marche le mieux, mais qui est la plus facile à faire et qui tient une grande cohérence dans sa construction. Ça on le verra dans la seconde partie, mais ce qu'il faut retenir c'est que la forme extérieure ne reflète pas l'esprit qui occupe ce juju. C'est-à-dire que ce juju est un relais pour les esprits, et ce relais va donc abriter un esprit qui n'a pas la forme, qui n'a pas cette apparence forcément. Cette apparence-là, elle est amenée par l'analogie lunaire que j'ai choisi d'appliquer dans ma fabrication de ce Jujutsu. Donc pour ça, il faut que vous suiviez certaines règles de construction et surtout des règles préalables afin d'avoir tout de prêt et tout de cohérent avant de commencer la fabrication à proprement parler. Pour ça, on va devoir se faire une petite minute théorie autour de la construction des Juju. La minute théorie de ce cours est dédiée à un survol rapide des familiers et des esprits servants. J'ai fait un cours complet dessus de plusieurs sessions, donc je vais pas pouvoir tout reprendre. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre comment assimiler ces connaissances, ces données dans la fabrication d'un juju houdou, puisque les juju en houdou sont une simplification du procédé beaucoup plus complexe de création d'un familier, d'un esprit servant plus complexe tel qu'on l'utilise plutôt chez nous en Occident. Donc un familier, un esprit servant, c'est quoi? C'est une entité qui a été créée de toutes parts par le magicien. Parfois, on peut également capter et emprisonner un esprit et l'asservir. C'est pas vraiment l'objet de ce cours, mais c'est une des possibilités. En, en Houdou, les Juju Houdou ressemblent plus à ce genre de captation d'esprit, puisque soit il est créé un esprit, soit on capte un esprit, mais dont la personnalité n'est pas vraiment définie ou prédéfinie avant sa création. On lui donne un but, effectivement, mais on a du mal à lui créer une personnalité. Alors qu'en respectant quelques règles de base, on arrive à faire des choses qui sont beaucoup plus codifiées et qui du coup respectent la volonté du mage sans avoir besoin d'aller jusqu'à des pratiques douteuses telles que la contrainte par la douleur du familier. Pour ça, il y a quelques règles à respecter, mais surtout comprendre comment ça fonctionne. Pour ça, on va repartir d'une explication partant de l'analogie avec l'homme et la bougie. C'est-à-dire que l'être vivant, au même titre que les minéraux et les plantes et les animaux, mais c'est beaucoup plus flagrant avec les êtres humains puisque le phénomène est développé beaucoup plus intensément, peut être comparé à une bougie. Pour ça, la bougie a besoin d'un bougeoir pour tenir droite. Le socle solide sur lequel s'appuyer. La structure de la bougie est faite de cire. La cire, en fait, c'est quoi? C'est juste de l'énergie qui a été emmagasinée sous forme solide. C'est-à-dire que c'est celle qui va être transformée ensuite en, en chaleur et en lumière à partir du moment où la flamme va se créer. C'est-à-dire que l'étincelle de vie va toucher cette réserve qui va à ce moment-là commencer à se consumer et en se consumant, elle va dégager de la lumière et de la chaleur. Le corps de l'homme, c'est le bougeoir. La cire, c'est le réservoir d'énergie, le capital vital de l'homme. Alors que la flamme, c'est cette étincelle de vie qui consume cette réserve. C'est pour ça qu'on subit tous le vieillissement, puisque le capital vital a été consumé par le simple fait d'être en vie. Ce capital vital est transformé, transmuté, en lumière et en chaleur par l'action de la vie. Mais dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette chaleur ne se perd donc pas, elle se transforme, se dilue dans l'univers, et même si ce n'est pas perceptible directement, elle participe à son équilibre général. C'est-à-dire que même si ça représente une petite goutte d'eau dans un océan, ça participe à l'équilibre général de l'océan.
Quand il n'y a plus de cire, il n'y a plus de réserve d'énergie, la flamme s'éteint, la vie s'enfuit. Il ne reste plus que le bougeoir, un fond de cire et la chaleur dispersée dans l'univers. C'est-à-dire qu'il ne restera plus que le corps qu'il va falloir recycler et ce qui a été dissipé dans l'univers qui retourne en quelque sorte à sa source. Maintenant, imaginons un processus où un petit malin décide de ne pas laisser cette énergie se diluer dans l'univers. Il lui suffirait de faire un réceptacle pour recueillir la chaleur émise par la bougie. C'est ce que j'ai représenté là par l'espèce de petit bocal, la lanterne. Tout comme les lanternes chinoises, l'énergie s'accumulerait dans le réceptacle du haut. Cette accumulation se fera tant que la bougie brûlera sous la lanterne ou que quelqu'un déplace le réceptacle. Ce qui fait qu'il y a une accumulation d'énergie, une accumulation de chaleur qui se fait dans ce réceptacle fermé, qui va ensuite produire le phénomène d'ascension, c'est-à-dire qu'une fois que la frontière a été dépassée, le seuil d'équilibre a été dépassé, ben, du coup la lanterne peut se soulever, peut partir d'elle-même. Au bout d'un moment, ce réceptacle est chargé d'énergie au maximum et change de nature. La lanterne défie les lois de la nature et finit par s'envoler. Il va se passer la même chose avec notre familier, c'est-à-dire qu'on va on va pas chercher à créer cette étincelle de vie, puisque ça c'est le propre du divin, mais on va animer notre énergie. C'est-à-dire qu'on va donner de l'énergie, qu'on va puiser dans une source quelconque, hein, que ce soit chez nous, sur un lieu tellurique, sur des animaux, sur des arbres également. On peut récupérer de l'énergie, l'emmagasiner comme ça, et la programmer pour qu'elle ait une action bien précise. Mais son vol va dépendre de la quantité d'énergie accumulée. Avec beaucoup d'énergie, elle pourra aller loin et haut. Avec peu d'énergie, elle restera proche du sol ou ira s'écraser près de son lieu de départ. Ce qui fait que selon le but qu'on cherche à atteindre, c'est pas forcément nécessaire de remplir à fond une énorme lanterne. Si vous travaillez sur un petit objectif à court terme, c'est pas la peine de faire ça et de le préparer pendant 6 mois. Par contre, si vous avez un objectif d'un familier très ambitieux, là à ce moment-là, il va peut-être falloir prendre son temps, plusieurs mois souvent, pour créer un familier qui va tenir la route. Mais si cette lanterne qui redescend vers le sol à cause d'une perte d'énergie rencontre une nouvelle bougie, elle peut se recharger et remonter vers le ciel. C'est-à-dire que votre familier va se fatiguer. Il n'a pas d'énergie propre, puisque c'est quelque chose que vous lui avez transféré. Donc il n'a pas non plus de vie propre, il n'a pas de conscience propre. On parle tout au plus d'une forme d'intelligence artificielle, mais ça n'est pas un esprit pensant doté d'une âme tel qu'on peut le concevoir. Et donc, il va petit à petit perdre cette énergie. Cette énergie, en la perdant, il va perdre son pouvoir, perdre son activité. Il va donc baisser en qualité. Et donc, pour ça qu'il faut le nourrir régulièrement. Ça, on le verra tout à l'heure, mais il faut le nourrir régulièrement, quelle que soit la forme, et lui redonner du coup cette énergie. Ce qui fait que, une fois fatigué, il se recharge et il peut repartir pour remplir le rôle pour lequel vous lui avez attribué comme mission. Puis il va se décharger, il va falloir le recharger à nouveau, etc., etc. Sinon, vous allez le perdre. L'intérêt qu'il y a ici, c'est de précharger une énergie pour le rendre en quelque sorte dépendant de cette énergie. C'est-à-dire que si vous le nourrissez avec un encens uniquement basé sur l'oliban, n'importe où il va pouvoir se recharger en s'approchant de quelqu'un qui fait brûler de l'oliban. Alors que si vous faites brûler un mélange très particulier en multipliant les ingrédients, vous allez avoir un produit unique et il va être obligé de revenir chez vous pour être nourri. Ce qui fait que du coup, vous allez créer un lien de dépendance qui vous permettra d'avoir maîtrise sur lui. Avant de commencer, il y a quelques questions à se poser. Pour quelle raison est-ce que je crée ce familier? Il y en a énormément. On peut créer un familier pour à peu près tout. Certaines choses sont réalisables, d'autres sont un petit peu plus compliquées à faire. Mais par exemple, pour faciliter la divination, c'est l'exemple que j'ai pris dans cette vidéo, on peut également faire un juju d'influence, c'est-à-dire qu'il va aller murmurer à l'oreille de quelqu'un pour lui soumettre une idée, le forcer dans sa démarche. On peut créer un juju pour la santé, qui va augmenter l'énergie vitale. On peut créer un esprit, un familier, qui va nous favoriser des recherches. Rechercher des livres, par exemple, des textes précieux, avoir les bonnes idées, etc., etc. On peut favoriser la chance au jeu. On peut travailler dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'on peut faire, ça se fait beaucoup dans les traditions vaudou, on crée des esprits servants qui ont pour but de ramener la pluie ou au contraire de chasser la pluie.
On a des esprits qui permettent d'augmenter la compréhension. C'est-à-dire que quand on est dans des études, on peut favoriser sa compréhension, son intégration des notions complexes. On peut le faire pour des rencontres amoureuses, professionnelles, c'est-à-dire les déclencher ou les améliorer. On peut le faire comme protection personnelle pour autrui ou pour des lieux. Il y a beaucoup de familiers qui sont créés et qui restent dans un lieu puisqu'ils ont pour mission de défendre ce lieu. Et ensuite, on peut en faire pour servir un groupe magique ou une association, etc., etc. Pour ça, il faut que vous trouviez donc un but. Et une fois que vous avez trouvé ce but, le plus simple, à mon sens, mais ce n'est pas la seule méthode, c'est ma technique, c'est de rester dans une sphère d'analogie. C'est-à-dire que vous allez chercher quelle est l'analogie l'analogie planétaire, pardon, qui correspond à ce but. C'est-à-dire qu'on va se restreindre à une des 7 planètes. Par exemple, si je veux faire mon juju de divination, je vais utiliser la sphère de la Lune, qui est donc dédiée à la voyance, à l'inspiration, aux rêves prophétiques, etc., etc. Ce qui fait que je vais pouvoir piocher dans toutes les analogies, toutes les correspondances de la Lune pour construire mon juju. Construire le corps, construire son apparence, construire son mode de fonctionnement. On va pouvoir piocher et rester dans cette sphère d'influence, cette sphère d'analogie. Il y a deux techniques ensuite. L'une des techniques, c'est de dire que le familier doit ressembler, c'est-à-dire le corps du familier doit ressembler à ce qu'il habite. Ce qui fait que du coup, si je veux faire un familier sous forme de dragon, je vais avoir besoin d'une statue en forme de dragon. Si je veux faire un familier plutôt type zen, ben, du coup, je vais l'inclure dans un support qui est en fait de la même nature, de même image. Tout ça, ça a pour simple but de faciliter la visualisation, le travail de conscience. Ce qui fait que bien souvent, on se retrouve, et ça on le voit souvent le houdou du Bénin, on le voit souvent puisque les formes des jujus n'ont rien à voir avec ce qui est dedans. Il a à voir avec une cohérence du moment où ça a été construit, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est l'esprit qui habite dedans, le vaudou qui est dedans. J'en ai même vu un avec une antenne de radio métallique dans le dos. Donc c'est vraiment des choses, je ne pense pas que l'esprit traditionnel qui rentrait là-dedans avait besoin d'une antenne radio, mais c'était cohérent au moment où il a été construit. Donc du coup, on se retrouve avec des jujus qui ressemblent souvent à plein de choses. Parfois, c'est une simple boule de terre qui a été farcie avec différents ingrédients. Parfois, il a une forme humanoïde, parfois il a une forme d'animaux, et parfois une forme de croix. C'est ce que moi j'utilise le plus couramment pour faire les jujus. Donc pour ça, il faut respecter un petit peu de théorie. Donc il faut que vous choisissiez sa sphère d'activité. Donc là, on a parlé de la Lune. Il faudra simplement que vous choisissiez la sphère d'activité qui correspond. Donc le choix de la dominante planétaire. Ensuite, il va falloir que vous réunissiez les matériaux. Là-dessus, moi j'insiste. Pour moi, les matériaux doivent être naturels et le plus, entre guillemets, pur possible. C'est-à-dire qu'il y a des jujus qui sont faits en terre, il y a des jujus qu'on va faire en papier, d'autres qu'on va faire en éléments qu'on va récupérer aux quatre coins de la maison. Ce sont des choses qui, pour moi, sont aberrantes. On prend un matériau noble, naturel. Déjà parce que l'énergie qu'on va mettre dedans, il faut qu'il ait de la place. Pour ça, il faut que les matériaux puissent être capables d'emmagasiner de l'énergie. C'est pour ça que quand on fait un juju, on utilise toujours des plantes. Ça, il y aura toujours des plantes puisque elles sont le représentant de la vie et elles permettent d'emmagasiner cette énergie. Personnellement, moi j'y rajoute des élixirs, des condensateurs planétaires alchimiques qui sont hyper concentrés, justement pour permettre d'emmagasiner. C'est un petit peu l'équivalent d'une pile, d'une batterie. Et j'utilise des cristaux qui sont en adéquation avec la sphère d'analogie et le but du juju. Tout ça pour permettre d'absorber un maximum d'énergie avant de lui confier une nouvelle mission. Il va falloir que vous définissiez son nom. Pour ça, inventez un nom et faites en sorte que ce nom n'existe pas. Pour ça, allez sur Google et googlez le nom. Comme ça, vous êtes sûr que ça n'existe pas. Puisque si quelqu'un utilise ce nom, c'est pour lui un moyen d'attirer votre esprit, votre juju. Ce qui fait que du coup, si vous utilisez un nom que personne ne connaît et qui n'est pas utilisé dans le langage courant, bon, vous avez beaucoup plus de chances d'en garder la maîtrise. Il va falloir que vous définissiez ce qu'on appelle un glyphe, son sigle de construction.
ce qui va vous permettre d'encoder toutes les informations, mais surtout de garder le pouvoir sur cet esprit. Pour ça, on va le tracer en convertissant son nom en forme de lettre et on va se servir du carré magique de la planète en question pour simplement le sigle de l'esprit. Le carré magique de la Lune, c'est celui-là. Et j'ai simplement converti le nom de l'esprit en chiffres. Alors là, toutes les méthodes sont acceptables, hein, en le convertissant d'abord en hébreu, puis en reprenant ça sur les significations, les chiffres. On peut utiliser le système kabbalistique classique avec les chiffres qui vont jusqu'à 300. On peut utiliser la numérologie de 1 à 9. On peut utiliser la numérologie de 1 à 26, c'est-à-dire 1 par lettre. Ça c'est égal, il faut que ce soit votre méthode personnelle. Pour ça, ensuite j'ai converti et j'ai tracé le sigle. Le sigle, c'est ce qui est représenté en rouge. Pour signifier que c'est un sigle lunaire, je rajoute simplement la signature lunaire qui est devant. Ce sont des signatures que vous trouverez dans les différents livres de Pierre Manoury. Et je retire mon carré, et voilà ce que me donne le sigle de construction. C'est un sigle qui va pouvoir me servir à le dominer et à l'appeler. C'est-à-dire qu'en traçant ce sigle, je commence par là, et j'avance le long des traits, et bien en traçant ce sigle, en prononçant son nom et en visualisant sa forme, ça l'active. C'est-à-dire qu'il arrive et il répond à ma demande. Si vous avez à le contraindre et qu'il refuse d'obéir, vous le menacez de destruction, et pour ça, la destruction utilise le sigle mais tracé à l'envers. Ce qui fait que du coup, je trace le sigle en partant par là, et ça amènera sa destruction. C'est-à-dire qu'en le répétant, en le répétant et le répétant, vous allez affaiblir son énergie jusqu'à ce que soit il se décide à vous obéir, soit il disparaisse tout simplement. Ensuite, il va falloir que vous lui donniez une forme, une image que vous allez pouvoir visualiser. Et pour ça, il faut que ce soit en accord. Donc moi, j'ai pris la Lune c'est aquatique. Donc du coup, comme c'est pour la divination, j'ai décidé que ça ressemblerait à une sphère aquatique, liquide, avec des reflets brillants qui viennent s'iriser quand la lumière frappe. Et son mode d'action, c'est que lorsque je l'active, que je lui demande de l'aide, de l'assistance, ils grandissent pour envelopper les personnes qui participent à la consultation, et ça donnera donc un sentiment de refroidissement général dans la pièce. Ce qui fait que cette sensation physique permettra de savoir quand le juju est vraiment actif, hein, ou quand est-ce qu'il essaye de nous leurrer. Ensuite, une fois qu'on a créé le corps, il va falloir qu'on charge notre juju. Donc ça, on va le voir dans la partie 2. Mais déjà, tous les jours, pendant sa phase de construction, il faut que vous lui transfériez de l'énergie. Il faut que vous lui transfériez une charge. Pour ça, montez par vous-même une petite prière, préparez sa nourriture. Sa nourriture, comme dit, généralement c'est de l'encens, et faites brûler de l'encens, cet encens particulier, et prononcez cette prière plusieurs fois en ayant le juju en main. Et ça, vous le faites tous les jours. Idéalement, alors là, je dis bien idéalement, c'est pour ceux qui savent, vous le faites durant l'heure planétaire que vous avez choisie. C'est-à-dire que je commencerai un lundi en heure lunaire, puisque mon analogie c'est la Lune. Je continuerai le mardi en heure lunaire, puis le mercredi en heure lunaire, etc., etc. Jusqu'à ce que je puisse activer mon juju. J'aime pas le terme de créer cette vie, hein, de le rendre vivant, puisque tout au plus, vous allumez le bouton de la machine, vous mettez le contact pour que l'esprit, le programme puisse fonctionner. Mais il faut vraiment, vraiment vous sortir ça de la tête. Un esprit familier n'est pas un esprit qui a sa volonté propre. Il a un programme, une charge, et ce programme doit rester conforme à ce que vous avez mis en place. C'est pour ça que généralement, on programme une date de destruction du juju pour éviter qu'il ne n'outrepasse ses fonctions en gagnant trop en puissance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, à force de penser comme un humain, va commencer à se prendre pour un humain. Et ça, on va vouloir l'éviter. Ensuite, il faudra faire donc la nomination, c'est-à-dire le baptême, c'est ce qu'on verra dans la troisième partie. L'éveil de l'entité, c'est-à-dire qu'on allume le bouton pour que le courant puisse circuler. Et ensuite viendra une phase d'apprentissage et d'éducation.
C'est-à-dire que je vais lui donner des missions régulières, mais des petites missions. Et je vais augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure qu'il va avoir des réussites. Par exemple, pour lui, se manifester et faire baisser la température va lui demander une forme de dépense d'énergie. Ce qui fait que je vais d'abord lui demander une baisse de température à peine possible à ressentir. Ou alors juste en effleurant la peau, que j'ai l'impression qu'il y a un courant d'air. Et petit à petit, je vais lui demander de faire baisser la température de plus en plus. Et une fois qu'il sera vraiment prêt à fonctionner, ben, je vais pouvoir lui demander sa mission définitive. Mais il y a comme ça un entraînement qui va devoir être mis en place. Alors, dans le houdou, de ce qui se fait généralement, cet apprentissage, il est souvent zappé et il est remplacé par une torture de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va piquer des aiguilles jusqu'au cœur du corps du juju pour le forcer, en lui disant: «T'auras mal tant que t'auras pas fini ta mission. Débrouille-toi pour y arriver». Bon voilà, c'est de l'asservissement par la douleur. Moi, je suis pas partisan de ça. J'en ai vu aussi qui roulent leur juju dans du verre pilé et qui laissent le verre en place jusqu'à ce que le choix soit fait. J'en ai vu aussi qui le passaient sur le barbecue. Enfin, vraiment des choses. C'est pas trop ma philosophie, donc je préfère le contraindre par l'autorité plutôt que par la douleur. Et ensuite, bah, voilà, vous pourrez l'utiliser tout à fait normalement. Mais pour ça, il faut qu'il ait un corps, et ce corps, je vais vous montrer comment on peut en fabriquer un de manière relativement simple, tout en restant traditionnel dans le houdou, mais également dans le vaudou, puisque les deux se sont télescopés à ce moment-là pour cette pratique. Et pour ça, on retourne à la pratique, parce que ça suffit le blabla maintenant. Deuxième partie de cette vidéo, on va donc s'attaquer maintenant à la construction du corps de notre juju. Pour ça, j'ai réuni tous les ingrédients qui sont donc liés au domaine que j'ai choisi, c'est-à-dire créer un assistant pour faciliter les séances de voyance et de divination en règle générale, ou les contacts médiumniques, c'est-à-dire le travail général avec les esprits. Pour ça, j'ai donc besoin de papier. Là, en l'occurrence, je prends du parchemin de papyrus. Je vais avoir besoin des différentes plantes. Comme expliqué, je prends les plantes d'analogie lunaire, qui sont en plus de leur analogie, j'ai extrait les plantes qui sont le plus adaptées au domaine que je souhaite. Pour ça, je vais donc les répartir en trois catégories. Une partie qui va représenter les racines, la base, une partie qui va représenter le haut, la tête, l'esprit, et une partie qui va représenter la partie intermédiaire, le tronc, et la partie qui fait le lien entre les deux. Je vais avoir pris du pavot, et je mets toujours une racine de Hyjon, puisque c'est une racine qui renferme énormément de pouvoir et qui aide à la fois à emprisonner, mais également à augmenter le pouvoir du juju en question. Je vais utiliser de l'écorce de saule, je vais utiliser du camphre, donc du camphre naturel, j'insiste bien là-dessus, pas du camphre de synthèse. Ensuite, pour tout ce qui va représenter l'esprit, je vais prendre les pétales du coquelicot et je vais prendre des feuilles de laurier. Sur une des feuilles de laurier, je vais dessiner le glyphe de construction de mon juju, de mon esprit. Je vais également avoir besoin ensuite, pour représenter les cheveux, ce qui est évanescent, ce qui va au-delà de son âme, je vais utiliser des plumes de cygne que j'ai ramassées au bord de l'eau. Donc je les ai pas arrachées directement d'un cygne. Et j'ai eu la chance de trouver une plume de perroquet rouge, donc dans la culture vaudou, c'est quelque chose qui va représenter et asseoir le pouvoir, puisque l'Egba a pu asseoir son pouvoir sur les autres grâce à cette plume qui représente donc son potentiel supérieur. Je vais également avoir besoin de trois sortes de fils. Je vais avoir besoin d'un fil alors bleu-noir, en matière naturelle, j'insiste toujours sur ce point, de la matière naturelle, je veux pas de synthèse dans mes familiers, du fil rouge et du fil couleur naturelle. Et
je vais utiliser également de la toile de jute, la plus fine possible pour éviter simplement aux particules de ressortir. Ensuite, côté monde minéral, je vais utiliser du quartz. J'aurais pu utiliser d'autres pierres, mais je voulais rester dans le symbole lunaire et surtout dans le système rhomboédrique. Je vais préparer un collier, qui sera son ornement, mais qui va aussi servir à faire le lien ensuite quand on a besoin de travailler avec le juju. C'est-à-dire que vous verrez à la fin, il sera décoré par ce collier, mais quand je vais en avoir besoin d'utiliser mon juju, ou encore pour asseoir mon autorité sur lui, lui donner un ordre en cas de désobéissance, je vais utiliser son ornement comme un lien qui va assurer la domination. C'est-à-dire que je vais le prendre et je vais le mettre comme un bracelet. Je vais également avoir besoin, alors là en l'occurrence quelque chose qui représente les yeux. On peut utiliser des simples boutons, on peut faire des points de fil également, c'est possible. Moi je préfère utiliser les kauris, puisque les kauris ont une symbolique toute particulière en vaudou, puisqu'elles représentent le monde des esprits, et par lequel on ne peut voir qu'un tout petit aspect à travers la petite fente qui s'en dégage. Donc j'en prends deux pour représenter les yeux, et un qui va représenter la bouche, que je coudrai ensuite directement. J'ai également préparé 3 petites fioles de condensateur lunaire, c'est-à-dire que je prends des petites fioles, parce qu'on utilise des échantillons pour parfum, je les lave et je mets dedans du condensateur lunaire. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous faudra un petit peu de matériel pour assembler tout ça, une aiguille avec du fil, et on va se lancer dans la préparation. La première des choses, ça va être de créer les pièces de son corps. C'est-à-dire que chaque partie de son corps, je vais le transformer. Et pour ça, il faut que je lui donne du volume. Pour lui donner du volume, je vais simplement prendre la toile de jute et je vais la transformer en petits sacs, en petits pochons. Pour ça, je mets mes graines, qui, je le rappelle, ont été préalablement consacrées, et je mets la racine de Hyjon au milieu. Je rajoute ma fiole, et je rajoute un de mes cristaux. Et je vais fermer tout ça, et comme c'est la racine, je vais utiliser du fil de couleur peau, puisque c'est la partie la plus grossière, on va dire, la plus grossière, la plus terrestre qui va être utilisée. Donc je vais l'enrouler et je vais le ficeler avec du fil de couleur chair. De couleur peau, pardon. Avec la magie du montage, voilà, c'est déjà fait. Donc je me retrouve avec une partie du corps, c'est ce petit pochon. Et je vais faire pareil avec, cette fois-ci, la partie intermédiaire, donc les plantes qui vont représenter le tronc, que j'ai préparé tout simplement, et deux petits pochons de la même manière pour représenter les bras. Ensuite, je vais faire pareil cette fois-ci avec les pétales de coquelicot et les feuilles de laurier que je vais mettre tout simplement dans un petit pochon pour représenter la tête et l'esprit de mon juju. Une fois que mes petits pochons ont été préparés, je vais tout simplement assembler tout ça, mais je suis obligé de lier cet esprit avec un contrat, puisque la tradition oudou générale, du moins celle à laquelle j'ai eu accès, subit son juju, subit son esprit. C'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser la douleur et la violence pour arriver à domestiquer son juju, et surtout il n'en maîtrise pas l'esprit, la nature. Ce qui fait que du coup il se retrouve parfois avec des esprits qui sont particulièrement violents ou facétieux. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un esprit sur mesure. C'est ce qui va nous différencier un petit peu, ce qui fait que je vais reprendre mon papier, mon parchemin, et je vais écrire dessus le contrat qui va me lier à cette entité. Ce qui fait que je vais reprendre tous les éléments de ce qu'on a vu dans la Minute Théorie, et je vais tout simplement l'écrire sur mon contrat. Ce
qui fait que, bon, du coup, avec une encre magique, bien évidemment, je ne vais pas utiliser un stylo bille, et je vais le mettre autour de mon Juju. Et je vais refermer tout ça par un morceau de toile de jute. Ce qui fait que je vais avoir assemblé mon Juju qui ressemblera donc à ça, sauf que je vais enrouler mon papier tout autour du corps, du tronc de mon Juju. Et pour ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'obtiens donc un boudin dans lequel il y a les plantes réparties, hein, toujours la base, le corps, le tronc et la tête. Je referme la tête, ça c'est mon aide-mémoire simplement pour pas confondre une fois que tout est bien fermé. Ensuite, il faut que j'y accroche les bras. Donc je vais simplement prendre, je vais faire la même technique, je vais simplement prendre mes petits pochons et je vais les coudre tout simplement pour que ça tienne un minimum sur mon tronc. Une fois que j'ai terminé tous mes petits travaux de couture, je me retrouve donc avec le réceptacle pour mon Juju qui est donc prêt. Je l'ai cousu à l'arrière. Tout ça, c'est bien solide. On a respecté les 3 étages, le tronc, la tête et la base, la racine. Donc on peut y voir soit une représentation anthropomorphique des créatures humaines, donc qui se tiennent debout. On peut y voir une croix, donc plutôt à vocation chrétienne, ou on peut y voir un carrefour, la croisée des chemins, la croisée des esprits, la croisée des mondes. Là, on y mettra derrière ce qu'on veut. Là où j'insiste, c'est que pendant toutes les opérations que je viens de réaliser, je reste bien sûr concentré sur mon objectif. Je reste avec l'esprit vraiment centré sur le nom de mon esprit, sa fonction, ses propriétés, la manière dont il va apparaître. Je reste vraiment centré là-dessus. Je le crée un petit peu comme une forme de mantra qui tourne dans ma tête en permanence, en permanence et en permanence. Maintenant, il faut qu'on continue la structure de notre Juju, et pour ça, il va falloir qu'on l'habille. Pour l'habiller, on va lui mettre en fait 3 couches d'éléments pour représenter le vivant. Tout ce qui est vivant a forcément 3 couches. La première, ça va être soit du noir, soit du bleu. Moi, je prends un noir bleuté, comme ça, je concilie les deux. Moi, je l'ai appris plutôt avec du bleu, mais beaucoup utilisent du noir, parce que c'est ce qui va représenter l'esprit, hein, la partie immatérielle et intemporelle de notre esprit. Et du coup, on va l'enrouler autour, on va voir ça tout de suite, on va l'enrouler autour, on va faire une couche, vraiment partout, 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 hein, donc il vous faut pas mal de fils, pas mal de bobines. J'ai pris soin au préalable de tremper ma bobine dans du condensateur de lune. Ça permet, et de laisser sécher, parce que sinon vous allez avoir plein les doigts, ça permet du coup d'avoir de nouveau un réceptacle qui va capter, absorber tout ce que vous allez faire. Ensuite, en deuxième partie, on va représenter tout ce qui est veine, tout ce qui est chair, avec le rouge qui est la deuxième couleur majeure du houdou, et du vaudou. Et ensuite, on va faire une nouvelle couche qui va cette fois-ci être faite dans la couleur peau, couleur que vous souhaitez. Hein. Là, mais toujours matière naturelle. Donc moi j'ai pris du chanvre pour que ça reste naturel au possible. On commence donc avec la partie noire, la partie qui va représenter son âme et en quelque sorte son ossature. Et on obtient donc un Juju avec sa première couche, hein, la couche qui va représenter l'âme, l'esprit. On va faire maintenant exactement la même chose, mais cette fois-ci avec du fil rouge. La technique est toujours pareille. Je commence par en bas. Je mets le fil pour qu'il tienne. Et je vais tout simplement enrouler, 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 jusqu'à ce que j'ai rempli tout mon Juju. Notre Juju a maintenant sa couche de chair, ses veines, tout ce qui permet de faire circuler les fluides et donc évidemment l'énergie vitale. Et à force de rajouter des couches, évidemment, il commence à se solidifier. Donc ce qui était au début qu'une petite chose fragile et chétive, ça commence maintenant à être vraiment costaud. Hein.
On va ensuite lui rajouter la chair, la peau, la peau, tout ce qui va envelopper, ce qui va terminer de protéger notre Juju. Et ensuite, on mettra les décorations. On obtient donc la version finale de notre Juju. Maintenant, il faut simplement qu'on lui rajoute donc nos fameux yeux, la bouche, et ensuite qu'on lui mette ses ornements. Donc il ne s'agit pas vraiment de décoration en tant que bijouterie ou coquetterie, hein, quoique si on fait un Juju de beauté, eh bien on pourra toujours rajouter ça, mais c'est surtout pour rajouter encore une analogie supplémentaire. Chaque chose doit avoir un sens dans le Juju qu'on fabrique. Donc je vais simplement lui rajouter les yeux et tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et voilà, notre Juju est donc terminé. Je lui ai donc mis son collier, les deux yeux, la bouche, sinon il ne peut pas s'exprimer. Et je lui ai mis une coiffe à base de plumes, donc comme dit, plume de cygne et une plume de perroquet rouge. Là j'ai fait une coiffe relativement haute, justement parce qu'il doit avoir accès au plan supérieur pour pouvoir m'assister dans les différentes opérations de divination. Et il est possible d'en faire évidemment de différentes formes, hein. Il est possible de prendre les plumes et de les fixer directement entre les fils pour en faire quelque chose de plus petit, comme s'il avait des cheveux, un petit peu comme des cheveux en brosse. C'est possible de faire quelque chose, un toupet un petit peu plus éclaté aussi, hein, pour faire comme une espèce de parasol. On peut également y mettre de la laine, hein, de la laine ou de la paille tout simplement, que vous assemblez en fagot et puis vous placez le fagot ici tout simplement. Et ne pas hésiter non plus à adapter évidemment les différents éléments en fonction de l'analogie que vous avez choisie. C'est-à-dire que si là j'ai pris la lune, donc du coup je suis resté avec le cygne, parce que le cygne est en analogie avec la lune, j'aurais pu prendre la chouette ou le hibou, qui aurait été pas mal pour la vision nocturne, qui voit donc différemment des autres oiseaux. Mais si vous avez besoin de faire un juju qui est plus agressif pour votre défense, ou au contraire un juju d'attaque, là vous pouvez prendre des plumes d'un rapace qui est plus agressif, hein, comme un épervier, une buse, etc. Hein. Voilà, il vous reste plus maintenant qu'à l'adapter. Et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo, avec cette fois-ci le baptême et l'éveil de la poupée. Troisième et dernière partie de notre vidéo sur les Juju et leur activation. L'étape suivante, l'étape ultime, ça va être la consécration de notre Juju, c'est-à-dire le rendre sacré, lui donner une partie de divinité. Et ensuite son baptême, c'est-à-dire que on va lui donner son nom, on va lui donner sa personnalité, son identité, et on va donc l'éveiller à la vie. On va lui, comme je disais tout à l'heure, lui allumer le bouton pour que le courant puisse passer et qu'il puisse travailler complètement. Il y a énormément de rites de consécration, des rites de baptême, vous en trouvez dans le voodoo, dans les sciences théurgiques, vous en trouvez énormément. Là, comme on fait un juju de divination, je vais utiliser l'autel à Saint-Cyprien, puisque c'est l'un des patrons de la divination. Donc du coup, on va faire d'abord la consécration avec les outils classiques de Saint-Cyprien, et on va faire son baptême directement dans son chaudron. Après le baptême, vous verrez, je vais souffler de la poudre oudou d'une manière précise pour que du coup tout ça soit fixé littéralement dans l'esprit. Mais je ne vais pas vous détailler le rituel, il est quand même relativement classique, vous pouvez le trouver dans différents textes. Donc je vais simplement le passer en accéléré pour que vous ayez une idée de ce qui se fait.